À l'évidence, les films de Brian De Palma s'adressent à ce qu'il est commode d'appeler la part de l'enfance en nous. Quel enfant, en l'occurrence? Celui qui poursuit une vengeance sans merci à la mesure du mal que les adultes lui ont fait subir. Pour la virginale jeune fille de Fury, comme pour Carrie, le mal est de grandir bien sûr, de se reconnaître comme cire de sexe, comme corps immaîtrisable, périssable par là même, s'opposant au corps sans sexe, protégé, tout-puissant qui caractérise le sentiment de soi avant la puberté. Le regard de Brian De Palma dans ce qu'il a de plus fort et de plus personnel sait nous restituer ce moment où, le corps sexué surgissant au grand effroi du futur adolescent, il en résulte un surcroît d'images magiques, appelées à la rescousse pour vaincre la détestable intrusion des choses du sexe. Ce qui nous retient dans Fury comme dans les autres films de Brian De Palma, ce sont ces objets qui ressemblent aux jouets tels que les imagine le jeune garçon frustré par leur inertie, désespérant de ne disposer que de l'inanimé. Le cinéaste, tel un père compréhensif et peut-être un peu pervers, va alors élaborer ses maquettes grandeur nature, plus vraies que les vraies, pour ranimer l'illusion. Je pense par exemple à ces soldats de plomb vivants que sont les terroristes palestiniens, au demeurant faux palestiniens, à la camionnette isolée vue de haut sur un parking, comme un modèle réduit sur une table, où Kirk Douglas abrite ses amours. Elle devient alors maisonnette d'enfants, à l'immense maison de Childress, qui s'illumine d'un coup comme une vitrine de Noël. Je pense aussi à l'impression générale de joliesse, de coloriage du film et à la mobilité euphorique de la caméra, volant littéralement, sans jamais se lasser, avec insistance, d'un angle de vue à un autre, exprimant ainsi une sorte de saisie magique de l'espace. De même ces effets spéciaux, comme l'épisode au ralenti, qui remplissent parfaitement leur fonction habituelle de renforcement de la maîtrise du point de vue. C'est aussi dans la même perspective qu'interviennent les fameux dons parapsychologiques, sauvegarder l'illusion de toute puissance et transférer sur le corps des autres, des méchants, et tous les adultes ou ceux qui risquent de le devenir peuvent l'être, par la marque infâme du sang, la menace du sexe. L'horreur chez Brian De Palma est toujours lisible, comme réaction légitime de pureté d'un corps qu'on veut saloper. Mais l'intérêt particulier de Fury, qui en fait un film précis sur les rapports actuels de génération, tient à ce que ces dons se réfèrent ici à une figure paternelle. Il y a en effet un destin assez malheureux des deux jeunes, mutants malgré eux, condamnés à une puissance sanglante et de style presse-bouton, livrés aux sombres machinations du mauvais père, Cassavetes. En comparaison, la quête de Kirk Douglas, personnage grandiose associant en lui quelque chose d'à la fois paternel et enfantin, mais n'est-ce pas ainsi qu'un fils voit son père, apparaît-elle comme une aventure authentique et prestigieuse. En fait, tout dans ce HLM nous conduit à considérer que les dons psy sont déterminés par la figure du père. Ils constituent la copie, aussi effrayante que décevante du point de vue du rendement romanesque, du modèle de la maîtrise paternelle. De sorte que l'Odyssée de Kirk Douglas, version Liis, doit aussi bien se lire dans l'autre sens. Il m'a semblé percevoir dans Fury un pathétique appel des enfants vers leur père, vers l'ancienne société des adultes, pour que ceux-ci leur donnent la clé des images qu'ils leur ont laissées. Le film se termine mal. La passation du relais ne se fera pas. Les enfants seront abandonnés à leur mutation. Brian De Palma, un des plus étonnants défenseurs du monde de l'enfance parmi les cinéastes d'aujourd'hui, vient-il avec furie de céder au pessimisme ambiant sur l'avenir de notre société? Bernard Bolland, Les Cahiers du cinéma, avril 1979.